À l'automne dernier, à peine sorti d'une sécheresse estivale historique, qui a fait planer même la menace de la pénurie d'eau potable en certains endroits de notre région, François annonçait en session plénière le projet d'assises régionales de l'eau à échéance d'1 an. Comme en amour, c'est quand il menace de nous manquer qu'un élément aussi fondamental et naturel que l'eau prend toute sa valeur. Malheureusement, l'inédite sécheresse hivernale de ce début d'année n'a pas éteint nos inquiétudes et a confirmé l'impérieuse nécessité de toutes les collectivités publiques de s'emparer de ce sujet. L'échelon régional, communément identifié comme stratégique, doit être celui de l'intelligence collective, au service de l'intérêt général. La démarche s'inscrit donc, et d'ailleurs dans un temps où les préfectures et les conseils départementaux prennent également part à leur échelle à cet effort transpartisan. Bien commun inaliénable, plutôt que ressource, comme elle est si souvent mal nommée, l'eau est le sujet d'intérêt général par excellence. Il n'y a pas de vie sans eau. C'est le plus petit dénominateur commun de tous les êtres vivants, animaux comme végétaux. La molécule H2O, sous sa forme liquide, solide ou gazeuse, est toujours en quantité constante sur la planète et dans son atmosphère. Mais elle est disponible dans des quantités infimes, toujours plus réduites sous l'effet et la pression des pollutions humaines et des changements climatiques en pleine accélération. Depuis 1992, la loi française qualifie l'eau de patrimoine commun de la nation et précise par l'article L210-1 du Code de l'environnement que, je cite, « sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels sont d'intérêt général ». Face à la peur et aux angoisses de toute la population, notamment des plus jeunes d'entre nous, pour qui les inquiétants indicateurs qui sont détaillés dans les annexes projetés à 2050 et 2070 ont beaucoup plus de sens que pour nous, il est vital de mobiliser, responsabiliser et mettre en mouvement tous les habitants et tous les acteurs et actrices de la région pour rendre confiance à une population déboussolée par l'inaction climatique pour laquelle l'État a été récemment condamné par la justice. C'est pourquoi les assises de l'eau ont été programmées le 7 novembre prochain pour créer un espace d'intelligence collective afin de construire ensemble, dans le respect des différences, mais aussi des principes communs de partage de l'eau, non seulement entre les hommes, les femmes et leurs activités, mais aussi avec les autres formes du vivant et les milieux dont la bonne santé conditionne le bien-être de tous les humains. Afin que toutes et tous se préparent sereinement et à égalité d'information, le comité de pilotage que François Bonneau a constitué avec Thémanoëta Girard pour l'agriculture, Anne Beignet au nom de la recherche et moi-même pour le vivant, a décidé de réunir et organiser la somme de connaissances qui fait l'objet de cette communication. En effet, il est essentiel de constituer un socle, un continuum de connaissances partagées et incontestables, objectivant toutes les données propres à notre région. Le BRGM et l'INRAE, également impliqués dans le comité de pilotage, confirment l'approche scientifique plus que politique à ce stade de ce travail. Ce travail, il a pris la forme d'un document de 60 pages initialement, que les efforts communs des services, du cabinet et du pôle DREAM Eau et Milieu, notre assistant maître d'ouvrage, ont permis de réduire à 2/3 à la demande des élus, afin de nous assurer que personne ici n'ait d'excuses pour ne pas en prendre totalement connaissance, tant ce sujet doit être partagé. J'en rappelle rapidement quelques éléments saillants et fondamentaux spécifiques à notre région. Comme le disait François, 2 bassins versants, mais un rôle central au cœur du bassin Loire-Bretagne, plus grand ensemble hydrographique de France. 2 vastes et profondes nappes aquifères sous tension et à l'état chimique très dégradé par les pollutions diffuses. 41% de ces masses sont en état médiocre. Les départements du Loiret et d'Eure-et-Loir réunissent à eux seuls la moitié des alertes précontentieuses européennes au sujet des nitrates, par exemple. 19% des cours d'eau sont en bon état écologique, contre 40% en France. Et un fleuve qui induit fortement notre identité, dit sauvage, dont la température moyenne augmente plus vite que celle de l'air, pour le plus grand danger de sa faune, et dont le soutien d'étiage devient de plus en plus difficile à assurer, ce qui, de plus en plus souvent, met en cause ses capacités de refroidissement du parc nucléaire dont nous parlions juste avant. De nombreuses annexes précisent et développent ces thèmes, entre autres sujets. Les assises de l'eau et les nombreuses auditions qui la précéderont feront vivre la démocratie de l'eau en renforcement local du comité de bassin, exemple mondial, envié,
pourtant mis en danger par certaines collectivités ou groupes de pression qui remettent régulièrement en session et qui remettent en cause les principes de responsabilité collective ou de solidarité amont-aval que ce comité porte. Le Césaire sera fortement associé à notre travail, il y est déjà, car il mène actuellement des investigations complémentaires qui nourriront également cette journée d'assises. Cet événement permettra ensuite à toutes et à tous d'agir et de décider en cohérence avec les dynamiques et stratégies de sobriété et de préservation qui devront y être construites, initiées ou renforcées. Je pense notamment à la réduction des consommations, évidemment, pour y contribuer à la tarification progressive et sociale, visant même jusqu'à la gratuité des besoins essentiels, balancée par la surtaxe des usages superflus, comme l'appliquent déjà des agglomérations comme celle de Montpellier ou de Dunkerque. Je pense également à l'exploration des process de réutilisation des eaux usées, à la révolution agroécologique que nous devons mener, au stockage dans les milieux, dans le cadre du respect du grand cycle de l'eau qui justifie la lutte contre l'artificialisation des sols. Un petit focus sur ce sujet. Les 173 513 hectares de territoires régionaux artificialisés, c'est-à-dire 30% de plus sur les 10 dernières années, empêchent actuellement l'infiltration de 300 millions de mètres cubes par an, soit 50% de notre consommation totale, tous usages confondus. L'accélération des bouleversements climatiques impose la permanence du débat public autour des enjeux de l'eau, d'où la nécessité de faire vivre cette démocratie régionale de l'eau au-delà de ses assises. Elle pourrait ainsi constituer la maquette de la compétence animation et concertation qu'il pourra être envisagé de nous emparer, comme la loi le permet désormais, pour laquelle les agences de l'eau peuvent nous apporter des moyens. Les régions Bretagne et Pays de la Loire ont déjà franchi ce pas, respectivement, en 2017 et 2020. Cette compétence peut aussi contribuer à permettre de terminer de mailler le territoire, dont tout le réseau hydrographique ne bénéficie pas encore de gestion intégrée de la problématique. Un tiers du territoire n'est pas encore doté d'un sage schéma d'aménagement, de gestion et de gestion de l'eau. L'échelle locale par bassin versant est très importante, indispensable à l'efficacité des efforts opérationnels collectivement validés et doit s'appuyer autant que possible sur les études HMUC, hydrologie, milieu, usage et climat, qui sont finalement la déclinaison fine du présent rapport. Je terminais par un mot de remerciement pour les équipes et les personnes qui ont contribué à cette difficile synthèse qui, j'espère, vous aidera à y voir beaucoup plus clair sur ce vaste sujet. Donc je remercie à cette occasion Géraud de Saint-Albin, François-Benoît Marquier, Thibaut Rochard, Raphaël Negrini, François Bertrand et Daniel Pierre qui ont constitué l'essentiel de l'équipe à l'œuvre sur cette élaboration. Donc à votre écoute pour les demandes de précision, les questions, et je me permets d'ouvrir ainsi le débat.